Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Effet Pangolin, le talk du Festival Atmosphère, un lieu où dialogue en toute liberté l'art, la science et le militantisme. Alors désormais, vous le savez, nous sommes partenaires des mondes d'après et vous pouvez retrouver l'Effet Pangolin sur ce média apartisan et indépendant sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine, évidemment sur YouTube et sur Facebook. Alors aujourd'hui, une émission assez singulière où nous allons parler de création dans la science et de recherche dans l'art. Et oui, la science, l'enfance de l'art, tout un programme. Et notre grand témoin aujourd'hui dans cette émission est président de l'association Humanité et Biodiversité. C'est le maître Jedi des astrophysiciens, on peut le dire comme ça, Monsieur Hubert Reeves. Bonjour. Comment allez-vous, Hubert? Tout va bien, tout va bien. Puis je suis content de participer à cette émission. J'aime bien ces rencontres de personnes qui sont dans des domaines complètement différents. Et je trouve que c'est toujours très fructueux de viser, de voir ce que nous avons en commun, là, ce que nous n'avons pas en commun. C'est très enrichissant. Et même pour le domaine lui-même. Hubert, vous êtes, on le sait, un fou de musique. Je crois même que vous avez une vraie passion pour les chefs d'orchestre. Vous auriez aimé être chef d'orchestre? Moi, j'aime bien dire de la musique que c'est l'humanité à son meilleur. Je trouve que un concert, j'adore la musique de chambre, les quatuors de Schubert, Beethoven, tout ça. Et j'ai là l'impression qu'il y a un concentré d'effets produits par l'humanité. D'abord, il y a les instruments de musique, ça demande déjà des luthiers qui savent assembler du bois d'une façon tout à fait extraordinaire. C'est un des grands produits de l'humanité. Ensuite, il y a les gens qui, d'un côté, apprennent à jouer, et puis il y a le fait d'être ensemble, d'avoir mis ensemble tous ces éléments. Je trouve que c'est absolument merveilleux. C'est vraiment pour moi, comme je vous ai dit, l'humanité à son meilleur, c'est-à-dire c'est un moment où l'humanité produit les plus grandes merveilles qu'elle peut atteindre. Enfin, il y en a d'autres aussi, bien sûr, mais c'est ça pour moi. C'est quelque chose, l'humanité n'est pas toujours à son meilleur. Quelquefois, elle peut même être à son pire. Quand vous pensez au plan de concentration, quand vous pensez à la haine et tout ça, souvent l'humanité est assez minable. Mais là, on dirait qu'on a sorti ce qu'il y a de meilleur sur le plan de l'invention, la musique, les instruments. Je trouve ça fabuleux. Et puis pour moi, c'est un très grand bonheur d'écouter. J'aime beaucoup écouter la musique à la télévision parce que non seulement vous avez le son, mais vous avez aussi les images des musiciens, leur expression dans leur figure. Je trouve que c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, dans le sens que si vous pouviez aller au concert, bien sûr, mais les personnages sont loin, les musiciens sont loin. Là, vous les voyez et vous voyez les émotions dans leur figure et ça fait un tout compact que je trouve une vraie merveille. On est ravis en tout cas de vous avoir avec nous pendant l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Hubert, à vos côtés, un poète de l'espace public. Ses œuvres d'art au pochoir ont fait le tour du monde. Un artiste conscient et très engagé. C215. Bonjour Christian Guémy. Bonjour. On est ravis également de t'avoir avec nous. Christian, on te connaît pour tes peintures qu'on a la chance de voir au détour de nos déambulations, mais tu as aussi fait des sculptures, tu en fais, et il y en a une qui colle parfaitement avec la présence aujourd'hui d'Hubert Reeves, la stèle des étoiles perdues au cimetière parisien d'Ivry, en partenariat avec l'astrophysicien Roland Lehoucq. De quoi s'agit-il? Dans le cadre du Printemps des cimetières, où il s'agissait de réaliser des œuvres d'art dans ces lieux très à part et mémoriels que sont les cimetières, je me suis proposé de recycler une stèle qui n'avait pas trouvé en fait sa finalité, certainement un monument aux morts qui n'a pas été à son terme. Et plutôt que de le laisser démolir, j'ai proposé qu'il soit mise à jour pour que ça devienne une stèle des étoiles disparues dans lequel on pouvait recenser, un peu comme le soldat inconnu, les supernovas qu'on a pu observer depuis le XIe siècle. Donc, il y a 6 supernovas qui sont recensées d'un côté et de l'autre, c'est Roland Lehoucq qui nous a permis non seulement c'est Roland qui est quelqu'un d'extrêmement passionné et généreux qui m'a accompagné dans ce projet.
et qui m'a permis d'être extrêmement pointu et rigoureux sur les supernovas et leur description. Et aussi de faire un petit texte pour rappeler que nous sommes le produit de poussière d'étoiles et que les atomes qui nous constituent, eux, existent quasi de toute éternité. C'est très beau et en effet, on va en parler de cette notion de poussière d'étoiles puisque on a avec nous la personne qui a donné ce concept. Moi, j'ai vraiment changé ma vision de l'humanité, de ma position sur Terre le jour où j'ai entendu cette conférence d'Hubert Reeves qui le dit. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. On va revenir sur ce concept dans un instant. Et puis, avec nous, eh bien, une chanteuse multi-instrumentiste qui a remporté 3 victoires de la musique après 3 albums aux côtés de David Donatien. Elle vient de sortir son premier album solo, Night Songs. Bonjour Yael Naïm. Bonjour. Yael, on est ravis également de t'avoir avec nous. On a la chance d'être avec un immense scientifique aujourd'hui. Pour moi, c'est le maître Jedi, le scientifique des scientifiques. Quel est ton rapport aux étoiles? C'est très poétique comme question, mais avec un album qui s'appelle Night Songs, est-ce que tu as été contemplatif pendant ces nuits où tu as écrit? Pour moi, la nuit est quelque chose qui donne accès à notre inconscient et à ce qui est invisible. Et on sort de cette préoccupation de paraître et d'efficacité, et on peut plonger dans quelque chose qui est peut-être plus profond, moins accessible, invisible, inconscient, etc. etc. Et pour moi, c'est-à-dire l'espace, les étoiles, c'est le… Comment dire, ça représente… Pour moi, tout ça, c'est des jeux d'échelle. Donc, ce qu'on a à l'intérieur de notre corps, c'est ce qui est à l'extérieur de nous dans l'espace. Donc, c'est à l'infini dans l'agrandissement et dans le micro. J'avais beaucoup moins bien parlé de ça que Hubert, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est une belle manière de parler de l'infiniment grand et de descendre jusqu'à l'infiniment petit. Et avec nous également le roi de la pop culture qui a tellement de bagou qu'il est capable de vous convaincre que 2 plus 2 égale 5. Frédéric Sigrist, bonjour. Mais parce que ça fait pas 5 en fait. Là, tu peux pas, tu prends des risques, mais pourquoi pas, après tout, ça peut faire 5 en effet. Alors Fred, tu as compris le concept de l'émission, on va parler de recherche dans l'art, on va parler de création dans la science. Alors justement, la création dans la science, c'est quoi être créatif pour toi? Alors Sébastien, il faut que je te dise, j'ai eu 8 au bac en philo et j'étais en L, c'est-à-dire que c'était ma matière principale. Donc, je ne comprends même pas ta question, en fait. Je t'assure, je suis vraiment content que tu fasses appel à moi pour ton émission. Vraiment, ça me touche. Mais à chaque fois, je suis avec des artistes incroyables, des chercheuses, des astrophysiciens. Et qu'est-ce que je fous là? Je te soupçonne de ne pas avoir voulu être le plus con de l'émission, Sébastien. Parce que moi qui parle de science, c'est Sibeth Ndiaye qui dit la vérité. C'est-à-dire, je peux essayer, mais je n'ai pas vraiment l'habitude. Je suis tellement nul en science qu'Hollywood peut me faire croire depuis des années que pour être intelligent, il suffit d'avoir une blouse blanche. C'est pour ça d'ailleurs que le professeur Raoult à Marseille, il a autant de succès là, avec sa chloroquine. Moi, je le trouve crédible. Il a une blouse blanche. C'est un code télévisuel et cinématographique. Tu as une blouse blanche, tu es intelligent. Tu as une blouse blanche et des lunettes, tu es très intelligent. Moi, je suis une quiche en science. Tu me parles de la nocivité des rayons gamma, par exemple. Je ne vais pas t'interrompre parce que je n'ai pas les arguments, mais dans ma tête, je vais me dire, évidemment que je sais que c'est dangereux. J'ai vu l'incroyable Hulk. Moi, une araignée radioactive qui te pique et après, tu peux grimper au mur. Tu me dis, c'est pas possible dans la réalité. Je vais te dire, c'est ton point de vue, Sébastien. Moi, dans ma tête, je trouve ça plausible. Einstein, la théorie de la relativité, le seul truc que j'ai compris, c'est que si j'allais dans le passé et que j'empêchais mes parents de se rencontrer, je disparaîtrais des photos dans le présent, comme dans Retour vers le futur. Parce qu'il faut que tu comprennes un truc, Sébastien, c'est qu'on vit sur une planète où il y a certes des Uber Reeves, mais il y a aussi des gens qui pensent toujours que la Terre est plate. Aux États-Unis, 35% de la population a cessé d'acheter des bières Corona parce qu'ils pensaient que ça donnait le Covid-19. La semaine dernière, il y a le président des États-Unis a dit qu'on pouvait le désinfecter à l'eau de Javel. Et tu sais quoi? Il y a des gens qui en ont bu. C'est-à-dire que chaque année, il y a plus de gens qui meurent de selfies que d'attaques de requins parce qu'ils se prennent en photo au bord d'une falaise. Je veux dire, on en est là. Donc, effectivement, tu fais ton émission pour des gens cultivés, mais n'oublie pas que tu as aussi des spectateurs comme moi. Moi, je galère à ouvrir des bouteilles sur lesquelles est écrit « ouverture facile ». Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est humiliant? Tu as l'impression que même l'emballage est dans le jugement. Donc, effectivement, Sébastien, Hubert Reeves a dit qu'on était tous des d'étoiles. Mais moi, je te dis qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi des gens cons comme des balais.
Merci Fred. Mais moi, je crois quand même en la nature humaine. Voilà, c'est pour ça qu'on fait cette Ça te émission. perdra, ça te Oui, perdra. non, mais c'est pour ça qu'on fait cette émission, l'effet pangolin. Alors Hubert Reeves, vous êtes celui, on l'a dit tout à l'heure, qui avait dit que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et je le disais également, depuis que j'ai entendu cette phrase, ça a vraiment changé ma vision des choses et la vision de ma position sur cette planète et dans ce monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette idée de poussière d'étoiles que nous sommes tous? Alors, je vais vous dire comment ça m'est arrivé. J'étais aux États-Unis en études et j'étais dans une section de physique nucléaire et j'apprenais qu'une des grandes révolutions scientifiques, c'est la physique nucléaire, quand on a appris qu'on pouvait transformer des atomes d'une certaine variété en d'autres atomes. C'était le rêve des alchimistes, évidemment, au Moyen Âge, parce qu'eux auraient aimé transformer le plomb en or. Bon, on les comprend, ce serait une bonne affaire, mais bien sûr, ils n'ont jamais réussi. Et qui a réussi les premiers? C'est les physiciens au cours du XXe siècle, avec des réalisateurs. La recette, c'est qu'il faut beaucoup de chaleur. Il faut qu'il fasse très, très, très chaud pour pouvoir transformer certains éléments en d'autres éléments. Du coup, on s'est dit, eh bien, où se sont formés les atomes de notre corps? On savait qu'on est fait de carbone, d'azote et d'oxygène, mais où ça s'est formé puisque les atomes se transforment les uns dans les autres. Et on a compris, bien sûr, que où est-ce qu'il fait chaud dans le monde? Dans les étoiles, évidemment. Les étoiles, il fait des millions de degrés. Dans le Soleil, il fait 15 millions de degrés. Donc, on a commencé à étudier ce phénomène de transformation des atomes les uns dans les autres et dans le Soleil, ou pas dans le Soleil pour les nôtres, mais dans les étoiles. Et à ce moment-là, on s'est dit, oui, bien sûr. Puis un jour, je me disais, mais c'est formidable. Ce que je viens d'apprendre, c'est que moi, je suis fait d'atomes, carbone, azote, oxygène, etc. Eh bien, ils se sont formés où? Dans les étoiles. Mais quelles étoiles? Et du coup, on a commencé, les astronomes se sont mis à étudier cette question. Ils ont identifié les variétés d'atomes qui sont formés dans des types d'étoiles différentes, des géantes rouges, etc. Et tout d'un coup, j'ai eu je me regardais les mains et je me disais, mais mes mains, elles sont faites d'atomes. Ces atomes, ils ont été faits où? Maintenant, on le sait, dans les étoiles. Donc, nous sommes des poussières d'étoiles. Nos atomes se sont formés dans des étoiles qui ont vécu, bien sûr, avant la naissance de la Terre, c'est-à-dire il y a plus de quelques milliards d'années. Et du coup, j'ai eu cette impression que c'était fantastique. Ça nous mettait en scène la physique très abstraite, l'astrophysique nucléaire, tout ça c'est abstrait, c'est dans les livres, c'est des équations, c'est tout ça, mais tout d'un coup ça devenait très concret. En fait, je ne suis pas le premier, c'est Carl Sagan qui a utilisé cette expression auparavant dans ses conférences. Moi, je l'ai emprunté d'une certaine façon, mais surtout je l'ai réalisé. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'en me regardant les mains, je me suis dit, mais ces atomes qui sont mes mains, eh bien, ils viennent d'étoiles. C'est fantastique, ça donne le vertige. Dans cette idée de poussière d'étoiles, il y a cette idée qu'on est tous liés, en fait. Oui, ça nous donne un caractère commun, un terreau commun. Oui, tout à fait. Autre chose que j'ai lu de vous, vous dites que l'univers est une improvisation de jazz. Comment est-ce que vous expliquez ça, Hubert? Eh bien, on a cru longtemps que l'univers, il était déterminé à être ce qu'il est, que il y avait, on pouvait écrire l'histoire de l'univers à l'avance, que ce n'était que la réalisation des possibilités des lois de la physique. Et puis, avec la physique quantique, on s'est aperçu que c'était pas une bonne vision du monde parce que l'avenir n'est pas inscrit nulle part. L'avenir s'invente. L'univers s'invente, il y a des éléments qui sont laissés au hasard, ça c'était une grande découverte de la physique quantique. Et donc, l'univers était plus semblable à de la musique de jazz, dans lequel il n'y a pas de partition, les musiciens inventent sur le coup, tandis que dans la physique classique, ce n'est pas ça. Si vous jouez une sonate de Beethoven, bien, vous avez intérêt à jouer ce qui est écrit dans le cahier. Vous n'avez pas le droit d'inventer. Si, vous pouvez inventer dans l'expression, dans la façon
de le sentir, mais vous n'avez pas le droit de changer la partition. Si vous changez la partition, vous êtes un mauvais musicien. Donc, c'est une analogie que je voulais dire. Auparavant, on croyait que l'univers se déroulait avec un scénario comme la musique classique, et on découvre que ça n'est pas le cas. L'avenir est écrit nulle part, et nous avons une vraie liberté. C'est ça ce qui nous apporte la physique quantique, c'est que ça nous sort de la contrainte de penser qu'on est déterminé à faire ce qu'on fait. On découvre que nous avons une liberté et que ce que vous faites va influencer le futur. Si vous travaillez, par exemple, pour aider l'humanité, ça va aider l'humanité, ça va changer les choses. Si au contraire, vous travaillez à être complètement lié comme un prisonnier, mais ça n'est pas le cas. L'univers ressemble plus à la façon de faire de la musique que de la musique de jazz que de la musique classique. C'est une analogie pour montrer la différence entre les deux. Nous avons une vraie liberté et la notion de liberté n'est pas contraire aux lois de la physique. Est-ce que cette idée d'improvisation peut expliquer qu'on ait réussi à créer une telle biodiversité? L'improvisation donne une diversité dans la nature. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Hubert? Ah, tout à fait, tout à fait. La nature, à la fois, obéit à des lois, mais ces lois-là ne sont pas complètement déterminantes. Elles n'imposent pas en détail ce qui se passe. Une comparaison que j'aime utiliser, c'est les cristaux de neige. Les cristaux de neige, c'est très beau, on aime bien les voir. Il y a deux raisons pour lesquelles on aime les cristaux de neige. D'abord parce que c'est organisé, c'est de la matière qui est structurée, qui a une forme, mais en même temps, cette forme-là est différente pour chaque cristal. Chaque cristal montre à la fois qu'il a 6 pointes, ça c'est la loi, mais le fait d'avoir 6 pointes n'oblige pas tous les cristaux à être exactement les mêmes. La nature aime jouer à des jeux. Un de ces jeux, c'est de structurer, et l'autre, c'est d'être varié, c'est-à-dire de ne pas obliger les cristaux, même s'ils ont tous 6 pointes, à être tous pareils. Ça, c'est la seconde partie qui est laissée au hasard, et c'est pour ça qu'il y a de la diversité, de la variété et de la créativité. Je sais que tout à l'heure, on va parler de créativité, mais là, vous en avez un exemple. C'est ce qui nous plaît. Quand on regarde des cahiers avec des photos de cristaux de neige, c'est une extraordinaire variété. De la même façon, nous sommes 7 milliards de personnes sur la Terre, nous obéissons tous aux lois de la physique, pas toujours aux lois du gouvernement, mais les lois de la physique, nous obéissons tous, mais en même temps, nous sommes tous différents. Et vous pouvez inventer encore beaucoup de personnes, ils sont tous différents les uns les autres. C'est ça l'aspect par lequel la nature obtient cette variété qui lui donne sa beauté, en fait. Christian, Yaël, c'est beau tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que Hubert a cette capacité d'amener de la poésie dans ce qui peut paraître de la science dure. C'est formidable, Christian. Ce qui est intéressant, c'est l'évocation par un scientifique, donc quelqu'un dont on pense qui va être le maître du déterminisme, si j'ose dire, de notions qui sont complètement liées à la créativité artistique, sinon humaine, sinon métaphysique, telle qu'on peut l'entendre sur la création du monde. C'est-à-dire que quand Hubert nous parle de jeu, c'est absolument l'un des ressorts même de l'artiste. Un artiste sans passion, un artiste qui n'a pas le jeu, Novalis disait l'art est un jeu sérieux. Et c'est-à-dire que si on ne garde pas une âme d'enfant soi-même, et si on ne prend pas la création comme un jeu, comme un enfant qui joue et qui croit, qui s'investit complètement dans ce qu'il entreprend, il n'y a pas de créativité. Il parle également finalement d'une certaine forme de hasard, c'est-à-dire comme si on jetait des dés et puis qu'on pouvait les relancer sans cesse, heureusement, parce que comme ça on peut faire continuer la partie. Et c'est aussi le ressort de beaucoup d'artistes qui, chaque fois qu'ils se remettent au travail, conçoivent même des systèmes parfois aléatoires pour réussir à obtenir et s'émerveiller devant des œuvres dont ils sont les premiers spectateurs eux-mêmes. Quand moi je crée mes pochoirs avec beaucoup de métiers, je l'espère en tout cas, je crée mes pochoirs avec comme ça une précision extrême, et puis finalement je vais sur n'importe quel support sans étudier vraiment complètement ce qu'il va y avoir au-dessous, et par les vides que je peux laisser dans mes pochoirs, il va y avoir un mélange contextuel en fait d'interaction entre ce que je peins et le support sur lequel je le peins.
qui finalement donne un résultat que je ne maîtrise pas complètement, sur lequel j'ai une part de maîtrise et j'ai une part de laisser aller, de laisser faire, qui donne ce mélange où je ne suis pas complètement l'artiste, je participe à une création, mais la création, c'est une interaction entre moi et la nature, entre moi et l'univers en quelque sorte. Et c'est un peu ce qu'on vit comme humain sur le plan métaphysique, c'est-à-dire qu'on peut agir, mais on agit sur un monde qui nous est donné. Puisque on a beau être des créateurs, les artistes, et on a beau avoir le fantasme de créer des univers de toutes pièces, puisque c'est ça, qu'il s'agisse du dandisme ou qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, ce sont des mondes qu'on espère clos. Mais au final, dans la relation qu'on peut avoir aux autres ou dans la relation qu'on a au monde, il y a une part de notre créativité qui est à la fois limitée et à la fois nourrie par ce qu'on ne contrôle pas, c'est-à-dire la relation à l'autre, l'interaction avec le monde et évidemment le matériel qui nous est donné par la nature, par l'univers lui-même. Yael, est-ce que ça te parle, toutes ces notions de hasard dans la création, de lâcher prise et d'enfance, d'émerveillement de l'enfance? Complètement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est difficile à décrire, mais que je pense qu'on a tous vécu, c'est ces moments-là où tout d'un coup on sent qu'on se connecte à quelque chose qui est intérieur, mais qui est extérieur. Moi, je le ressens comme si c'est quelque chose qui vient de là. Et tout d'un coup, il y a un cycle qui se ferme entre ce qu'on a là et ce qu'on reçoit de l'extérieur. Et il y a un genre de mouvement comme ça, en tout cas, je le ressens comme ça. Il y a toujours ce partage entre ce qu'on maîtrise, ce qu'on a appris, donc la composition, la partie composée, réfléchie, maîtrisée, voilà, parce on a appris à faire ce qu'on sait faire, donc c'est l'outil, et la partie inconsciente comment dire, et lâcher prise. et, et c'est là où ça me parle énormément, la décomposition. Et après, quand tu vois des parallèles dans la nature, tu te rends compte que toute la nature est faite de cette manière-là, c'est-à-dire que les choses se composent, naissent, grandissent, poussent, et puis se décomposent, et puis nous aussi, on se compose, on se décompose. Donc, je trouve ça juste vraiment chouette de prendre conscience, en fait, de prendre conscience qu'on fait partie de ce cycle de la vie, donc toutes les petites actions qu'on fait dans notre vie. Fred, tu voulais réagir? Oui, cette création qui viendrait de la conscience, ça me fait penser dans l'Heroic Fantasy, il y a évidemment l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, mais il y a aussi Conan le Barbare, écrit par Robert E. Howard. Et lui, c'était un écrivain extrêmement torturé, très, très écorché vif. Et quand on lui demandait comment il avait eu l'idée de Conan, de la Cimmérie, de tout cet univers fictif qu'il a inventé, il expliquait qu'en fait, lui-même ne le savait pas, que quand il était devant sa feuille, il avait l'impression en fait que ces personnages lui soufflaient à l'oreille, lui racontaient une vie qu'il ne connaissait absolument pas et qu'il était même incapable d'imaginer. Donc en fait, quand on lui disait vous êtes le créateur, il disait non, je suis quelqu'un qui transmet un univers qui viendrait d'ailleurs, comme si c'était logé dans un inconscient lointain et que toutes les aventures venaient se déverser comme ça sur sa page. Et donc il avait ce rapport aussi à la création où ça te connecte à quelque chose voilà, qui te dépasse, mais qui aurait peut-être déjà existé ou qui existerait ailleurs dans une autre dimension. Ça me fait penser à ça aussi. J'aimerais réagir à ce que tu dis et peut-être poser la question à Hubert, parce que je ne suis pas scientifique, je ne connais pas toutes les études qui ont été faites, mais effectivement, il y a c'est-à-dire, je pars du principe qu'on découvre tous les jours, que ce soit des particules ou les étoiles. Dans la science, on explore aussi la partie invisible. On croit que la table est visible, mais en fait, elle est construite de plein de trucs qui sont invisibles à nos yeux. Et donc, je ne sais pas où est la science aujourd'hui. J'ai vu des trucs très intéressants sur l'étude de la méditation, sur l'étude de la matière noire, etc. Mais je serais incapable de faire le lien avec l'information qui est dans l'air et qu'on reçoit tous. Donc, certains sont peut-être plus ou moins sensibles, ouverts à capter. Et je l'ai toujours ressenti comme s'il y a des ondes de radio ou des ondes sur lesquelles des fréquences sur lesquelles on peut se connecter par moments. C'est pareil pour la télépathie peut-être. Voilà, toutes ces questions-là, d'où vient la création, comment est-ce qu'on est connecté dans nos pensées, parce qu'il y a certains peuples quand même qui ont su développer la télépathie aussi. Donc,
peut-être la question serait où est-ce qu'est le lien avec ce ressenti-là et les choses qui sont peut-être plus prouvées dans la science. Je serais curieuse. Hubert, cette notion de connexion qui va au-delà de la physique newtonienne, en fait, et des choses qu'on explique depuis longtemps, ça nous ramène aux découvertes de la physique quantique, je pense. Oui, ce qui est sûr, c'est que l'univers est, un auteur disait, l'univers est étrange. Il est bien plus étrange que ce que nous pouvons penser. Il est bien plus étrange que ce que nous sommes en mesure de penser. Ça, il faut dire ça au départ. La science essaie de comprendre. Elle sait comment ça marche. Et ça suppose une idée, c'est que notre tête, avec son intelligence, est capable de comprendre certaines choses. Et c'est sûr, puisque la science existe, elle nous fait comprendre bien des choses, mais elle est loin de tout expliquer. C'est peut-être ce qu'a apporté la physique quantique. On a vécu longtemps dans l'idée que la nature était rationnelle, qu'on pouvait expliquer, mettre des mots qui nous décriraient tout son fonctionnement. La physique quantique nous a dit non, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'il y a du hasard. Et ce hasard n'est pas simplement un alibi à notre ignorance. Souvent, quand on ne comprend pas quelque chose, on dit c'est le hasard, puis quand on l'a compris, on dit c'était pas le hasard. Eh bien, la physique quantique montre qu'il y a fondamentalement inscrit dans la nature des choses qui sont aléatoires. Et ça nous échappe complètement. On ne peut pas comprendre cela. Notre tête est faite pour comprendre avec des théorèmes, des explications en mots. Et il est clair aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on ne peut plus expliquer en mots, qui sont fondamentalement mystérieuses, et pourtant c'est la réalité. L'important, c'est de prendre la réalité pour ce qu'elle est et ne pas partir de l'idée que nous pouvons tout comprendre. Ce n'est pas sûr du tout. C'est même des bonnes raisons de penser le fait qu'il y a du hasard, qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas exprimer en concept, en mots, en lois rationnelles, mais c'est la réalité. Ça me va aussi. Je vais réactiver mon micro. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce que vous dites, c'est qu'un chercheur répond à quelque chose de très enfantin qui est des questionnements, essayer de comprendre le mystère. Nos enfants nous posent des questions parfois assez simples et puis des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Ce que vous me dites là, c'est qu'après toutes ces longues années de recherche, vous acceptez, alors que le questionnement a été le moteur de votre vie, vous acceptez qu'il y ait des choses qui soient encore sans réponse aujourd'hui. Ça ne génère pas une frustration chez vous? Non, au contraire. Cela permet Mozart et Beethoven. L'important de la réalité, c'est qu'elle est telle, la matière est merveilleuse. La matière et ses lois et ses incertitudes permet Bach, Mozart, Beethoven. Je trouve ça fantastique. C'est regarder la réalité, la constater, même si elle ne correspond pas toujours à nos modes de pensée. Eh bien, c'est comme ça, il faut l'accepter et c'est fantastique. Quelle est la part d'intuition dans vos recherches? Parce que la science, c'est appliquer des équations, être dans les mathématiques, la physique. Mais à un moment donné, un chercheur, est-ce que, en vous baladant dans une forêt, en lisant un livre, en écoutant une musique, il y a des intuitions qui vous viennent et qui vous permettent de débloquer des questionnements sur des mystères de la vie? Ça se passe dans les années 1900, un petit peu 1900, la fin de 1900. Un professeur qui s'appelle Zwicky, un jour, on a découvert quelque chose de difficile à comprendre. C'est ce qui va devenir les trous noirs plus tard. Alors, il dit à ses étudiants, écoutez, là, nous sommes incapables de comprendre. Je vais vous donner un programme pour ce soir. Vous allez rentrer chez vous et vous allez laisser de côté toutes vos connaissances. Vous allez considérer que essayer d'inventer les idées les plus hors de la coutume. Et demain matin, vous viendrez en classe et vous me direz ce que vous avez pensé que pourrait être cet élément qu'on vient d'observer et que nous n'arrivons pas à comprendre. Et le lendemain matin, les étudiants arrivent, chacun donne sa version et le professeur leur dit « Vos idées sont intéressantes,
mais elles ne sont pas assez folles pour avoir une chance d'être vraies. Et ça décrit très bien. Finalement, c'était les trous noirs. Et s'il y a quelque chose, justement, qui a l'air de délirer, on arrive devant une réalité qui est vraiment incroyable. Il n'y a aucun auteur de science-fiction qui a jamais atteint le niveau de délire que peuvent avoir les trous noirs. Mais c'est un exemple de la réalité. Fondamentalement, nous sommes devant quelque chose que nous essayons de comprendre. Nous y arrivons jusqu'à un certain point. J'aime bien la comparaison entre le territoire et la carte. Le territoire, c'est la réalité, la forêt, par exemple. La carte, c'est la carte que vous avez quand vous voulez vous guider pour voir comment vous allez. Alors, la carte va s'approcher du territoire. L'effort des gens qui font des cartes, c'est d'avoir des cartes qui sont de plus en plus proches de la réalité. Mais vous savez très bien que si votre réalité, c'est la forêt, la seule chose qui ressemble vraiment à la forêt, c'est la forêt, fondamentalement. Il y a la carte, la carte, c'est l'effort pour faire coller la carte géographique sur la réalité, les moindres petits ruisseaux, tout ça, mais vous n'arriverez jamais à aller faire que la carte soit exactement le territoire. C'est ça les limites que nous pouvons atteindre pour comprendre la réalité, sachant que maintenant nous en avons la preuve. Notre système, nos outils pour comprendre la réalité, qui sont notre cerveau, les théorèmes, la logique et tout ça, eh bien, ne sont pas en mesure de comprendre la réalité telle que nous la concevons avec la physique quantique. Vous permettre de calculer ce qui va se passer, mais non pas de... Il y a des questions auxquelles elle vous dira, celle-là, renoncez-y. Hubert, est-ce que vous pensez qu'un jour, on sera en mesure de tout comprendre? C'est une question. Je pense que ça aussi, c'est une question. On s'approche. Je ne crois pas qu'on arrivera à tout comprendre, mais je ne sais pas. Là, vous êtes devant le programme des sciences, c'est d'essayer d'approcher, que la carte s'approche de plus en plus du territoire, mais on a des indications que s'il s'agit de la rendre pensable, cohérente à notre échelle, intuitive à notre échelle, la réponse c'est non. Maintenant, on le sait. Mais c'est comme ça, et c'est passionnant. Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'on comprenne tout un jour? Je pense qu'on s'ennuierait. Après, il n'y aurait plus qu'à aller jouer au loto. J'espère que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça regarde mal, comme on dit au Canada. Ça regarde mal. Yaël et Christian, le fait qu'on ne comprenne pas tout, c'est la porte ouverte à la poésie et à la création, au final. Si on comprenait tout, comment s'exprimeraient les artistes, Yaël? Moi, j'ai l'impression que ça dépasse la compréhension parce que même si on comprenait tout, comme dit Hubert, ça ne remplacera pas de ressentir quelque chose donc, et de le vivre au moment où on le vit. Même si on comprend ce qui s'est passé hier ou qu'on a une analyse ou machin, c'est qu'une petite partie de la réalité de ce qui a été vivre le hier. Donc on rejoint aussi beaucoup de trucs spirituels, de vraiment se connecter au présent. Et c'est dans cette connexion-là au présent que l'univers se trouve, c'est-à-dire que tout se trouve. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle. Et ce qui me parle aussi, c'est ce truc qui revient encore une fois dans tout, c'est-à-dire que tout est... tout vit ce cycle de naissance et de destruction, c'est-à-dire tout est recyclé et recyclable dans la vie. Et il y a quelque chose de réconfortant dans cette idée, parce que quand on est face à une destruction, donc quand même à nos actes, et ben, il se trouve, on fait partie de cette nature aussi qui construit, qui détruit, qui se détruit d'ailleurs. Donc peut-être on va être recyclé en autre chose. Donc c'est pas très joyeux. J'espère qu'on va peut-être être plus dans la construction, mais ce qui me réconforte, c'est tout ça, c'est la nature depuis toujours. J'espère que je dis pas trop des bêtises. C'est vraiment, voilà, je le ressens comme ça. Je ne pense pas que tu dises de bêtises, il n'y a vraiment pas Non, de non, problème. Yael, j'ai été sur plein d'émissions, il y a des gens qui disent des trucs bien plus stupides. Hein. Vraiment. Et il y a cette idée de circularité, mais je voulais revenir, avant de parler de cette circularité et du recyclage que l'univers fait depuis très longtemps. Christian, tu voulais réagir et justement sur cette... Moi, je trouve intéressant cette idée que tant mieux qu'on ne comprenne pas tout, parce que sinon, quelle est la place de l'art dans un monde où tout serait expliqué?
Ton micro. Personnel, en tout cas, évidemment qu'il y a dans chaque mystère une énergie qui nous appelle. Donc il y a un appel dans le mystère et qui nous donne, qui nous élance les uns les autres, qu'on soit scientifique ou qu'on soit artiste. On connaît le Eureka d'Archimède, on connaît Newton. Ce sont des histoires fameuses d'histoire des sciences où des scientifiques dans des positions incongrues ont découvert des raisonnements fondamentaux sur notre monde. Et il en va des artistes. Le peintre Franz Marc, donc, qui était le maître du Cavalier Bleu, écrivait à Maria, sa femme, et il lui disait « J'ai un caillou dans la poche, je peux le tâter et y méditer, mais je ne veux pas l'en sortir. » C'est-à-dire qu'il ne voulait pas comprendre absolument, finalement, qu'est-ce qui l'animait. Il voulait garder du biscuit, comme je dis parfois, il voulait garder un petit peu à construire chaque jour, parce que finalement, tout savoir, c'est avant tout savoir sur notre propre mort, le jour où on mourra, comment on mourra. On serait tétanisé si on savait exactement quel jour et comment chacun de nous allait mourir. Et c'est peut-être ça le cauchemar de l'humain, c'est de vouloir regarder la mort en face et de vouloir regarder sa propre mort en face, alors que précisément, il y a dans cette méconnaissance du destin toute la poésie de la vie. Il suffit de se balader dans son jardin, quand on a la chance d'en avoir un ces jours-ci, pour voir que, comme Hubert, qui est chef d'orchestre, la nature est une sorte de chef d'orchestre qui fait se succéder les germinations aux floraisons, au passage des différents insectes et des animaux. On vit dans une féerie constante, un émerveillement qui fait qu'on découvre chaque fois toujours quelque chose. Et c'est cet émerveillement d'enfant, c'est cette réceptivité, le fait qu'on devienne à chaque fois une new soul, comme dirait Yael, une nouvelle âme, et qu'on garde un cœur d'enfant qui nous ouvre et qui permet aussi bien à Archimède ou à Newton ou à C215 ou à Yael de rester des enfants, d'avoir une réceptivité sur ce qui peut rendre la vie et l'univers poétique. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je le remarque, dès qu'on arrive à maîtriser quelque chose ou qu'on le connaît ou qu'on l'a déjà vécu, et ben, on va tout de suite Fini. vers quelque chose qui est mystérieux, inconnu, qui nous intrigue ou qui semble être impossible parce que ça va être inspirant, plus inspirant. Hubert, il y a dans cette idée de lâcher prise, cette idée de choses incompréhensibles dans le monde, dans l'univers et ces questionnements qui n'auront jamais de réponse, est-ce que vous pensez qu'il y a derrière tout ça une forme d'intelligence créatrice? Ça, c'est une question très intéressante. C'est la question de la nature est pleine de merveilles. La nature est pleine d'une très grande intelligence. On voit, par exemple, si vous vous blessez, comment votre corps se met immédiatement à l'œuvre pour vous soigner. On voit comment les animaux arrivent à... Moi, ce qui m'émerveille surtout, ce sont les oiseaux migrateurs qui peuvent faire des milliers de kilomètres et arriver exactement à l'endroit précis où ils veulent aller, c'est-à-dire où ils ont niché l'année dernière. Alors, on connaît certains moyens de guidage des oiseaux. Par exemple, on sait qu'ils se servent du magnétisme de la Terre, on sait qu'ils se servent de la géographie, ils voient les fleuves, les rivières, les côtes et tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, mais comment ils arrivent dans tout ça directement à aller direct dans la grange où ils ont niché l'année précédente, pour l'instant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je crois que la nature est pleine d'intelligence. Mais c'est qui la nature? La question se pose comme ça. À un moment donné, il y a eu Darwin qui nous a expliqué beaucoup de choses, qui est la sélection naturelle, qui a fait comprendre beaucoup de choses. Mais je ne crois pas que la théorie de Darwin puisse expliquer comment la vie est apparue, comment la matière des atomes inertes qui se trouvaient quelque part dans l'océan, tout d'un coup se sont mis à avoir un comportement d'être vivant, c'est-à-dire par exemple de chercher pour les oiseaux, de chercher leurs femelles. C'est pourquoi cette nouvelle juridiction qui dit à la matière, eh bien, il faut que tu manges, sinon tu vas mourir, il faut que tu trouves ta femelle, sinon la ligne va s'éteindre. Là, il y a quelque chose qui nous échappe. Et la question que je me pose, c'est cette intelligence de la nature, qui en est le détenteur? Alors, pendant longtemps, on disait c'est Dieu, bien sûr, mais ça ne répond pas, on peut croire en Dieu ou non, mais je ne crois pas que cela
soit en mesure d'expliquer des phénomènes comme par exemple comment les oiseaux migrateurs se retrouvent. Il y a un détenteur, j'appelle ça le détenteur de l'intelligence. Certains disent que c'est le pur hasard. Je ne crois pas non plus que le pur hasard puisse transformer des atomes en Jean-Sébastien Bach. Ça me paraît un peu, enfin, j'ai des doutes sérieux. Mais qui est le détenteur de l'intelligence de la nature? Pour moi, c'est la très grande question. Les religions donnent des explications qui sont suffisantes quand on est religieux, qui ne sont pas suffisantes quand on est scientifique, même si on est religieux ou non. Et ça, c'est la grande question. Qui est le détenteur de l'intelligence de la nature, entre guillemets, c'est-à-dire qui permet à l'hirondelle d'arriver dans sa grange de l'an dernier? Pour moi, ça, c'est fabuleux. Et Hubert, si on reprend votre concept de poussière d'étoiles, est-ce que cette intelligence de la nature dont vous parlez n'est pas tout simplement une conscience commune qui nous lie à tout ce qui est vivant et même non vivant sur Terre? Je crois que ça, je dirais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est possible, mais ça n'est pas satisfaisant pour un scientifique. Ça, même si c'est vrai, c'est une analogie qui est intéressante, mais ça, quand vous avez dit ça, vous ne pouvez plus avancer, vous dites, ben oui, donc le problème est résolu. Moi et beaucoup de scientifiques disent, c'est vrai, c'est peut-être vrai ce que vous dites, mais j'aimerais en avoir la preuve. J'aimerais ne pas faire d'un dead end de l'idée de, par exemple, ce qui s'appelle un élan vital. Il y a eu toutes ces notions qui ont été amenées, mais en particulier, mais pour un scientifique, ça n'est pas satisfaisant. Il veut aller plus loin que ça, c'est-à-dire il veut comprendre en détail et en particulier, il peut comprendre quand il est en mesure de refaire. C'est-à-dire, on n'a jamais pu faire de la vie en laboratoire. Le jour où on en fera, si on en fait, si c'est possible, ce qui n'est pas sûr, eh bien là, on pourrait dire, ça, c'est satisfaisant. Ça veut dire qu'on connaît les mécanismes. Oui, Frankenstein. On connaît les mécanismes en détail qui font qu'il y a ceci ou cela. Par exemple, pendant longtemps, on a pensé que le tonnerre, c'était la parole de Dieu. Eh bien, on peut penser ça, mais pour un scientifique, c'est pas satisfaisant. Il veut comprendre qu'est-ce qui se passe exactement quand il y a le tonnerre, qu'est-ce qui se passe avec les atomes, avec le son, avec tout ça, vous voyez? C'est la différence. Une chose est de s'émerveiller de ce qu'on voit, l'autre chose est de comprendre comment ça marche. C'est ça le but de la science, c'est comprendre comment ça marche. Et ça, c'est, bon, on a fait déjà des merveilles, bien sûr, mais je pense qu'on est encore loin de connaître tout ce qu'on peut connaître, c'est-à-dire quand on aura refait de la vie en laboratoire, ce qui va peut-être arriver, mais c'est peut-être pas possible, eh bien, je pense que là, on pourrait dire qu'on a compris. Yael, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Une question, c'est-à-dire que là, on parle de notre capacité de créer de zéro une vie, mais en même temps, on dit qu'on a, c'est-à-dire, ce que j'ai compris, qu'on a été créé à partir de quelque chose, même si c'est une poussière de quelque chose qui a créé un microbe, qui a créé un humain qui s'est développé. Donc, pour l'instant, dans tous les exemples qu'on a vus dans la nature, c'est toujours quelque chose qui s'est transformé en autre chose, en rencontrant autre chose. Donc, c'est comme si, c'est-à-dire, c'est comme si, ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire, pour l'instant, la nature nous montre que les choses sont créées à partir d'autres matières, si j'ai bien compris. Et on n'a pas peut-être ce témoignage de quelle a été cette toute première matière qui a démarré tout, et est-ce que ça a existé, même cette première matière. Et donc, c'est comme si j'ai l'impression que je ne comprends pas pourquoi on essaye de créer de rien, alors que pour l'instant, même dans les événements des choses, rien n'a été créé de rien, presque. Sauf si oui, mais au tout début. Excuse-moi, c'est des questions d'enfant, mais... Hubert? Oui, alors, non, on ne dit pas qu'on comprend comment la notion de création, c'est à partir de rien, on a fait quelque chose. Ça n'existe pas et c'est probablement impossible parce que tout ce qu'on fait, et vous l'avez dit, c'est de créer quelque chose, c'est plutôt des transformations,
Par exemple, la vie, on ne dit pas que la vie, on va la créer de rien. On dit, on va essayer de la créer à partir d'atomes qui sont les atomes que l'on trouve ensuite dans le corps des vivants. C'est la transformation de la matière inerte en matière vivante. Ça, c'est le grand problème de la science aujourd'hui. On n'a pas de réponse à cela. Il n'est pas sûr qu'il y en ait, mais ça reste une question importante. La création, c'est un thème qui est cité, inventé par en particulier la Bible, on le retrouve dans la Genèse, mais cette création, ça suppose, quand la Genèse parle de la création de la vie, elle suppose qu'il y a eu une période dans laquelle il n'y avait rien et qu'ensuite, après la création, l'acte de Dieu, il y a eu la vie. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Personne ne sait s'il y a eu une période où il n'y avait rien. On invente cette idée. Et si on dit qu'il y a eu une période où il n'y avait rien, ben je ne vois pas comment on pourrait prouver qu'il y a eu qu'il y a eu une période où il n'y avait rien, parce qu'à partir de rien, bien sûr, il n'y a pas de transformation possible. Vous voyez, c'est ça, c'est subtil. C'est ces notions de création qui sont troubles. Pour moi, la création, c'est une invention des êtres humains, mais il n'y a aucune preuve qu'il y a eu une période où il n'y avait rien. C'est ça. Donc là aussi, profond mystère, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu une période où il n'y avait rien, on ne sait pas, mais on n'a aucune preuve de cela. Donc sur le plan scientifique, on ne peut qu'oublier cela. C'est pas la peine de s'évertuer à expliquer comment des choses sont nées de rien, puisqu'on ne sait pas s'il y a eu une période où il n'y avait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est déjà de résoudre la question de comment transformer des trucs. C'est toujours une transformation. Ce qu'on appelle une création, c'est toujours une transformation. Encore une fois, parce qu'on ne connaît pas, on n'a aucune preuve qu'il y a eu une période où il n'y avait rien. Donc, c'est pas la peine de s'évertuer à comprendre comment rien s'est transformé en quelque chose. Quelque chose, les choses se transforment les unes dans les autres. La matière inerte se transforme en matière vivante, ce qui est le grand mystère de la science en ce moment. Mais ce n'est pas rien, la matière inerte, c'est des atomes tels que vous en voyez dans des livres de physique. Oui. À l'âge classique, je ne sais pas si on m'entend. Oui, bien sûr, bien sûr. À l'âge classique, c'est-à-dire à la Renaissance, donc ce moment où on est passé à un nouvel élan, en tout cas, de vie intellectuelle et culturelle en Occident, qui a été très nourricier pour l'histoire des sciences, on a théorisé la créativité au final, et on est encore très majoritairement influencé par cette école qui disait que à l'époque, on présupposait, puisque la nature était une création divine, qu'elle était nécessairement parfaite, mais on constatait dans ces détails, dans tout un tas de choses, notamment dans l'incompréhension qu'on pouvait avoir les uns des autres, ou dans les accidents qu'on pouvait connaître de la nature, qu'il s'agisse de la mort dont on ne maîtrisait pas, ou des infirmités, toutes ces choses qui pouvaient nous choquer, qu'elle était imparfaite dans ces détails. Et l'artiste, c'était celui qui, de manière analogue à la création, allait sélectionner, s'emparer d'éléments et les recomposer. Un peu comme on peut finalement se dire qu'on est nous-mêmes des éléments recomposés de poussière d'étoiles, en quelque sorte, quelque chose d'un peu magique. L'artiste, c'est celui qui, par magie, recrée des choses à partir d'éléments. Moi, ce qui m'étonne, c'est toujours quand on a la chance là d'avoir un scientifique et une musicienne. Pour moi, c'est formidable parce que j'ai l'habitude de dire qu'en tant qu'artiste, ce qui m'étonne le plus, c'est de pouvoir, à partir d'un langage qui m'est propre, dans ma singularité, ma peinture, qui elle-même a une syntaxe, un vocabulaire, une ponctuation, il y a une narration. C'est vraiment un langage à part entière et qui n'est que le mien, puisque on identifie très bien mes œuvres. Je puisse transmettre une émotion qui est bien celle qui correspond à peu près à celle que j'aurais voulu transmettre à un public aussi large, à autant de gens qui sont si différents de moi, alors que moi-même, je ne comprends pas complètement la manière dont je m'exprime, et que les autres puissent le ressentir. Et c'est la même chose entre la musique et la science. On sait que la musique a des fondements mathématiques certains. Aujourd'hui, on est dans une musique numérique qui est complètement contrôlée ou déterminée parfois par l'ordinateur et donc par la science en quelque sorte et par les mathématiques, et qu'à la fois cette musique elle puisse être perçue sans qu'on puisse la décrire complètement par l'émotion, et que cette émotion elle puisse être absolument dirigée et contrôlée par celui qui l'émet.
on a quelque chose qui part des mathématiques et qui part des sciences les plus dures, qui passe par l'humain avec une recomposition, une appropriation, une recomposition complète de ce langage qui n'en est pas un, qui est inintelligible. Et pourtant, à partir de l'inintelligible, on arrive à transmettre une émotion aux autres parce que ça fait commun, parce que ça nous appartient à tous et que c'est un langage qui s'élabore peu à peu et on comprend un musicien alors qu'il ne nous parle pas et peut-être qu'il s'adresse à nous avec beaucoup plus de clarté par ses sons qu'il ne le ferait s'il le faisait avec des mots. Et ça, c'est toute la magie du monde, à mon sens. C'est pour ça que je reste émerveillé devant la peinture, devant la musique et devant la science, parce que pour moi, ce sont un peu des passerelles entre des mondes qui ne sont pas supposés se comprendre, et aussi surtout des passerelles qui nous lient les uns et les autres, les humains, à nous comprendre avec des langages aussi merveilleux, en quelque sorte. Je ne sais pas si Hubert voulait réagir. Après, je donnerai la parole à Frédéric. Non, je trouve c'est intéressant ce que je viens d'entendre et je suis assez d'accord avec tout cela. Il y a effectivement cette merveille de la rencontre. Quand deux personnes se rencontrent, ils peuvent échanger des choses. Il se passe des choses qui ne sont pas seulement du domaine du mental, mais du domaine de l'affectif. Par exemple, la musique que nous écoutons d'un auteur, il y a bien sûr sa construction mathématique. Pour moi, c'est assez secondaire. C'est important, mais c'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est ce qui passe d'affect entre la personne qui compose la musique. Elle passe sa capacité de vivre de l'affectif à l'autre auteur, à l'autre personne. Et c'est ça, quand on écoute du Mozart, ce qui nous adorons, c'est justement ce sentiment de se trouver tout d'un coup dans l'affectif de Mozart, et son affectif est plein de merveilles. Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'était par rapport à cette idée que le chercheur est celui qui cherche les réponses qu'il veut savoir. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans la culture des hommes depuis les premières civilisations jusqu'à maintenant, c'est qu'on a tout un tas de récits, que ce soit des récits bibliques pour certains, mythologiques pour d'autres, mais même aujourd'hui le cinéma, la littérature et tout ça, qui nous montrent que quand on cherche des réponses, quand on veut savoir comment fonctionne le monde dans lequel on vit, eh ben, il y a toujours un avertissement qui nous dit est-ce que tu as vraiment envie de savoir? C'est-à-dire que dans les mythes anciens, Prométhée vole le feu, ça réussit pas à Prométhée, ça servira à l'humanité, mais pas à Prométhée. Jusqu'à des films plus récents comme Matrix, Neo qui va à tout prix savoir quel est le monde dans lequel il vit, et finalement quand on lui fait découvrir la vérité, bah, ça ne le rend pas plus heureux. Mais c'est même dans le Magicien d'Oz, on a aussi cette idée que qui est le Magicien d'Oz? Qui a-t-il derrière le rideau? Et souvent, dans les contes, dans cette narration commune qu'a l'humanité dans différentes cultures, il y a cette idée que ça sera décevant et que ça ne nous rendra pas forcément heureux. Et je me demande si ce n'est pas une manière, peut-être des superstitions très, très humaines, mais peut-être qu'il y a une part de nous, dans un inconscient collectif, qui ne veut pas savoir, qui a peur de savoir, en fait. Et donc, je trouve que, est-ce que finalement, on n'a pas le scientifique ne fait pas face aussi à des sortes de barrières mentales qui se sont érigées depuis des milliers et des milliers d'années d'évolution pour ne pas tout découvrir parce qu'on n'est peut-être pas prêt à savoir comment tout fonctionne, parce qu'au final, ça ne nous servira peut-être pas à grand-chose. Hubert? Ça va peut-être aussi nous nuire. C'est bien le cas de la physique nucléaire, quand elle découvre la possibilité de faire des bombes atomiques. Et non seulement ça, quand les êtres humains arrivent à faire des bombes et en faire tellement qu'ils se menacent, de sorte que pendant la guerre froide, on est devenu très près à une guerre nucléaire qui aurait près à les éliminer. Je crois que nous sommes des êtres extrêmement puissants qui dominons la nature d'une façon fantastique. Imaginez par exemple qu'on est en train de réchauffer l'océan avec nos œuvres. C'est pas rien, l'océan. Quand vous êtes en avion, que vous regardez par la fenêtre, que vous voyez l'océan, vous dites qu'il y en a de l'eau dans l'océan. Et on est capable aujourd'hui de le réchauffer, de l'acidifier, c'est-à-dire nous sommes menacés par nos propres inventions et on se demande s'il n'aurait pas mieux valu
qu'on cesse d'étudier, qu'on découvre la physique nucléaire. En fait, je ne crois pas. Je crois que de toute façon, les êtres humains sont tels qu'ils ont toujours envie de savoir. C'est une des grandes qualités et des choses menaçantes. Les êtres humains sont prêts à essayer n'importe quoi parce ils ont tellement envie de tout connaître. Baudelaire avait ce mot qui disait l'univers est notre propre questionnement. C'est mieux dit que ça, j'oublie exactement, mais c'est à peu près ça. Ça fait partie des qualités dangereuses de l'humanité. Ils veulent tout savoir, même si ça risque, après qu'ils l'ont appris, de faire quelque chose comme des arsenaux nucléaires et de se préparer à peut-être à certaines occasions à se les lancer par la tête, ce qui pourrait amener notre élimination. Donc on vit dangereusement quand nous sommes prêts à tout connaître. L'exemple de la physique nucléaire en est un bel exemple. Et bon, c'est comme ça, il faut vivre avec ça. On est fait comme ça. Au Québec, il y a une expression qui décrit bien ceci. Ça s'appelle le PFH. Le PFH, ça veut dire le putain de facteur humain. C'est justement cela. C'est le putain de facteur humain, tout le monde comprend ce que ça veut dire, qui fait que les êtres humains sont incapables de s'arrêter, de poursuivre la connaissance. Eh bien, peut-être que ça amènera notre fin, ce qu'on n'espère pas, mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, dans la guerre froide, on est passé bien proche. Hubert, ce qui est dit là est fabuleux parce que à la fois quand on parle avec des psys, ils disent que le désir est le moteur de la vie et le désir de comprendre est aussi le moteur de la vie. Et en même temps, ce désir de comprendre nous mène à notre destruction. Comment trouver le bon équilibre? Ben justement, c'est le grand problème qui se pose aujourd'hui d'une façon concrète. Quelqu'un aurait pu dire ça au siècle dernier, et au siècle dernier, il n'y avait pas une réalisation concrète de ce problème. Et aujourd'hui, la réalisation concrète de ce problème, c'est les arsenaux de physique nucléaire qu'on trouve dans différents pays et que même l'Iran voudrait construire par elle-même. Yael veut intervenir. Yael, oui. Parce que autant qu'homme, on s'est toujours extrait de la nature par rapport au fait que nous, on a une réflexion et, comme on dit, un désir de comprendre, etc. Et on assimile ça à notre différence et en fait qu'on est des créatures tellement spéciales que nous, on veut comprendre pour des raisons qui ne sont pas que de la survie. Et ma question, c'est et si jamais on découvrait par des comportements similaires que ce qu'on croit qui est de la curiosité ou de l'envie d'apprentissage, c'est juste un instinct de survie inconscient, c'est-à-dire qui fait qu'on doit s'adapter à notre environnement et qu'on cherche à faire évoluer les outils. Donc, là, on a découvert les marteaux, l'arme nucléaire et les objets, mais les virus ont découvert d'autres manières, les champignons ont découvert d'autres manières de comprendre l'environnement et d'évoluer. Et finalement, la question que je me pose depuis un petit moment, c'est qu'on détruit effectivement, pour nos développements, on détruit aussi la terre sur laquelle on se trouve, et ça va finir par nous détruire. Et c'est pas si loin que le comportement d'un virus qui va pénétrer un corps, qui va le manger, qui va vivre, et qui va finalement s'autodétruire aussi avec le corps. Donc voilà, et si on était encore une fois juste partie de la nature, pas si particulier, pas si original que ça, et on est des petits virus, à notre échelle, hein, parce qu'il y a des minuscules, il y en a des gros, mais voilà, on n'est pas capable de communiquer avec un virus et un champignon pour vraiment comprendre est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il sait ce qu'il fait, ou est-ce que... Et eux ne sont incapables de nous comprendre non plus, pourquoi l'humain fait ce qu'il fait. Voilà. Donc, et si on était si on faisait que partie de la nature, même avec ce comportement constructif et destructif à la fin. Hubert? Ben, je crois qu'effectivement, ça fait partie de la nature, même l'instinct, la curiosité qui nous amène à faire d'apprendre la physique nucléaire. Je ne vois pas comment on pourrait dire que ça ne fait pas partie de la nature. La nature, c'est tout ce qui vit, c'est tout ce qui existe en définitive dans ses comportements. Je crois que c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on peut appeler l'examen de passage. J'aime bien cette expression, l'examen de passage, qui dit ceci.
vous savez qu'on découvre des quantités de planètes nouvelles qu'on appelle des exoplanètes qui tournent autour d'étoiles qui sont près du Soleil, si on les voit. Et on se pose la question de savoir s'il y a sur ces planètes de la vie. C'est fort possible. Jusqu'ici, on n'en a pas trouvé. Ça fait partie des recherches passionnantes de la science. Est-ce qu'il y a d'autres planètes habitées? Supposons qu'il y ait d'autres planètes habitées, ce qui est tout à fait possible. Moi, je le crois, mais je n'ai pas de preuves, donc je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux que dire que je le crois. Eh bien, ces civilisations, si elles ont suivi des évolutions comme nous, si elles ont des habitants qui nous ressemblent pas vraiment, mais qui ont une intelligence un peu comme nous, est-ce que ces planètes, est-ce que ne vont pas rencontrer dans leur évolution le fait qu'elles aient des civilisations comme nous, qui auront découvert la physique nucléaire? Ça, je crois que c'est un peu obligatoire quand on commence à faire de la recherche. Donc, qui auront découvert des façons de se détruire. La question, l'examen de passage, c'est comment ces civilisations peuvent-ils résister à l'idée de se détruire et qu'ils rencontrent cet examen de passage, de vivre avec son mental, ses connaissances de physique et ne pas se détruire. Eh bien, ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que dans le ciel, il y ait d'autres planètes où il y a des civilisations qui, comme nous, évoluent vers la connaissance, vers la recherche de la connaissance. Et si vous faites la recherche, encore une fois, vous découvrez la physique nucléaire et vous pouvez fabriquer des bombes. Et si elles sont comme nous, qui ont cette difficulté de ne pas mettre en œuvre ce qu'elles ont découvert, ça veut dire qu'elles vont rencontrer comme nous cette difficulté. Un beau jour, elles se trouveront comme nous dans l'idée d'être menacées par leur création, leur recherche, aussi bien en physique nucléaire, mais aussi, comme vous l'avez mentionné, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la 6e extinction, c'est-à-dire utiliser les recherches naturelles d'une façon excessive, ravager le sol de leur planète. Pour moi, ça fait partie, nous le vivons cela, mais on peut imaginer, il n'y a rien de certain, que nous ne soyons pas seuls, que toute planète qui héberge une variété d'êtres vivants qui nous ressemblent en quoi que ce soit, vont rencontrer les mêmes difficultés. Et ça fait partie là aussi de ce que nous avons à payer pour être intelligents, pour être des êtres intelligents. Si nous n'avions pas d'intelligence, nous n'aurions jamais découvert la physique nucléaire. C'est le prix à payer quand la nature, mettez des guillemets, vous donne une intelligence comme celle que nous avons acquis il y a 3 millions d'années, quand nos ancêtres primates, vraisemblablement des chimpanzés, se sont transformés, ont acquis ce grand cadeau de la nature qu'on appelle l'intelligence, le cerveau, la possibilité de pensée abstraite. On a beaucoup parlé de création, d'imagination. Là, on arrive sur un autre sujet, sur qu'est-ce que l'intelligence. Je pense que ça donnera un sujet d'une autre émission. Je voudrais continuer avec Hubert dans un instant sur cette notion de vie ailleurs. Mais avant, je te donne la parole, Fred. Tu veux réagir? Oui, parce que par rapport à cette idée du rapport du questionnement de l'humain par rapport à la nature et sa place dans la nature, c'est une petite anecdote, hein, mais moi, c'est un truc qui m'obsède depuis plusieurs mois. C'est vraiment une histoire de bobo, hein, mais c'est-à-dire qu'on a un jardin et mon épouse a mis en place, il y a de ça 2 ans, un composteur où on met tous nos déchets donc de légumes, etc. Et donc forcément, il y a tout un écosystème qui s'est développé dans ce compost. Et ça, au bout d'un moment, ça a attiré un rat de campagne. Et donc, on a un rat de campagne qui vit au fond de notre jardin. Et évidemment, nous, à la base, on était des citadins. Donc, on a eu une première réaction quand on a vu le rat. On se dit, oh là là, il faut qu'on le fasse partir. On se dit, bah non, en fait, il fait rien de mal. Voilà, lui, c'est open bar. On lui amène des épluchures. Il est content. Et on a le jardin avec les oiseaux et tout ça. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah, on va faire l'acquisition d'un chat. Parce que mes enfants voulaient un chat depuis longtemps. Et je me suis rendu compte qu'en introduisant le chat, non seulement ça n'a pas forcément fait partir le rat,
Mais par contre, ça a décimé absolument tous les petits oiseaux qui venaient dans notre jardin ou tout ça, parce que le chat les chasse, des petits papillons et ce genre de choses. Et lui, il nous ramène ça comme ça devant le jardin, tout content, et sans se poser la moindre question. Et je me suis rendu compte que finalement, dans cet écosystème qui s'est créé à l'échelle de mon jardin, où des détritus nourrissent d'autres espèces, et tout d'un coup, il y a un chat qui est prédateur dans cet écosystème, le seul à se poser des questions et à être angoissé devant la mort d'un petit oiseau, devant la mort d'un papillon, c'est nous, les humains. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être ça, la singularité humaine dans cet écosystème que je vois de ma fenêtre. C'est qu'au final, il n'y a que nous qui nous posons des questions, mais le chat, lui, il vit sa vie. Quand il tue les oiseaux, il n'a même pas une once de remords pour ce qu'il a fait. Il enchaîne et les papillons continuent de voler, les oiseaux viennent quand le chat n'est pas là. Enfin, et finalement, les seuls qui sont angoissés par tout ça, c'est nous qui regardons ça de derrière notre fenêtre en disant oh, regarde cet oiseau, c'est terrible, le rat, j'espère qu'il ne va pas toucher le rat finalement. Et je me dis, c'est peut-être ça la singularité humaine qui est de pouvoir faire l'exégèse de ce qu'on vit. Oui, vous avez tout à fait raison. Je crois que ça fait partie du fait que dans l'évolution, les êtres humains ont acquis une qualité qui est assez rare dans la nature, qui est la compassion. C'est-à-dire, nous souffrons de voir les autres souffrir. Et c'est ça qui est à l'origine de la Croix-Rouge, à l'origine d'Amnesty International. Ça existe jusqu'à un certain point, on le sait maintenant, chez certains animaux comme les singes, comme les baleines, les cétacés. On voit que la notion de compassion arrive, on la découvre très rarement dans la nature, on ne la trouve pas, évidemment, on ne la voit pas chez les chats. En tout cas, votre histoire est très intéressante parce qu'elle raconte bien tout cela. Le chat, lui, n'a pas du tout à souffrir de tuer, de voir tuer les oiseaux et tout ça, alors que nous avons cela qui est que nous supportons mal de voir les autres souffrir et nous sommes prêts à les aider. Christian, C215. Alors, c'est toute la question finalement qui se pose de la conscience et également, encore une fois, de l'homme démiurge, de l'homme artiste en quelque sorte. Parce que même lorsque la science découvre la physique nucléaire, de par la découverte de la physique nucléaire, on découvre également la spectrographie qui nous fait connaître des nouveaux mondes, le monde de l'infiniment petit, et on découvre également effectivement le scanner et la radiothérapie qui nous permettent de soigner. Et au milieu de tout ça, collectivement, les uns et les autres et la somme de nous tous, on a, au bout d'un siècle et une vingtaine d'années maintenant, choisi finalement de développer également cette radiothérapie, cette physique nucléaire qui nous soigne. C'est là où l'homme est un artiste à part entière, c'est-à-dire qu'il a le choix. Est-ce que le chat, dans son écosystème, il a vraiment le choix ou pas? Est-ce qu'il se pose la question du choix? Nous, on est confrontés à la réflexion et au choix. Et c'est peut-être ça qui donne toute notre dignité. Dans un monde qui pourrait ne pas avoir de sens, parce qu'on est porté dans un grand vaisseau et on sait bien finalement qu'il n'y a pas d'éternité pour l'homme. De toute façon, il n'y a pas d'éternité pour la planète. On le sait, on connaît les peut-être 11 milliards, ou je ne sais pas, je ne suis pas du tout spécialiste d'années qui sont données à la Terre. On sait bien que métaphysiquement, il n'y a pas d'éternité pour l'homme. Mais ce qui fait de nous des hommes, c'est cette conscience, et que de par cette conscience, on peut aussi bien qu'un artiste qui va décider ce qu'il a dans sa toile ou d'un compositeur qui va décider quel message il va émettre dans sa chanson, il va contrôler autant qu'il le peut son œuvre pour émettre quelque chose. Nous, on a le choix de contrôler nos vies, de contrôler notre monde et qui, dans un univers qui nous renvoie peut-être à l'absurdité de notre existence, à la vacuité même du sens de notre existence, mais nous, au moins, on donne du sens à notre existence. On donne du sens à une suite musicale composée d'algorithmes ou de chiffres ou de paramètres scientifiques ou de paramètres mathématiques qui s'appellent la musique, et nous l'interprétons. Tout ce qui nous est donné par la nature, la vie, l'univers lui-même, nous l'interprétons, nous l'élucidons, nous le déchiffrons, et nous prenons, tels des artistes, la décision de donner nous-mêmes le sens à l'existence. Et c'est ça qui fait toute la poésie de l'existence humaine. C'est-à-dire que, comme disait Rimbaud, esclaves ne maudissons pas la vie. Il s'agit vraiment, pour un artiste, de contrôler sa vie et de savoir ce qu'il aimait. À titre personnel, je suis quelqu'un d'extrêmement sombre. Sébastien, tu me connais, il suffit qu'on parle avec moi en privé.
Je suis vraiment, mais c'est une catastrophe de parler avec moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement pessimiste. Je suis quelqu'un qui essaie d'être lucide sur le monde. Et dès que je m'exprime publiquement ou dès que j'essaie d'exprimer une œuvre, au contraire, je fais le choix d'exprimer quelque chose de positif et de constructif, quelque chose qui nous rassemble, quelque chose qui nous donne de la compassion, qui donne du sens. Parce que c'est ça, être un artiste. C'est lutter contre le nihilisme, en quelque sorte. Le nihilisme de l'accidentel, du chat qui est dépassé par son comportement et par sa prédation. Nous, on a la possibilité d'avoir cette réflexion, cette compassion, la maîtrise du sens de notre vie et du sens qu'on donne à l'existence. Et je l'espère pour longtemps encore, on ira vers une finalité positive. Yael Naïm, cette notion de compassion en opposition à cette folie et ce manque d'humilité que peut avoir l'homme, la compassion et l'empathie, c'est peut-être ça qui définit l'artiste, Yael. Je vais dire quelque chose. Moi, je pars d'un autre. J'essaie juste de faire un zoom out de secondes. Quand l'homme blanc a découvert les peuples primitifs, et ne comprenant pas du tout cette société, les règles de communication, l'échelle des valeurs, comme ils n'ont pas développé la technologie, ils ont développé autre chose, a eu la prétention de juger qu'en fait, ils étaient primitifs, moins avancés, moins conscients, etc., etc. Aujourd'hui, on commence à comprendre à quel point c'est peut-être nous qui sommes moins développés, etc., etc. En tout cas, sur d'autres types de valeurs d'échelle. Et j'ai l'impression que jusqu'au jour où on saura parler chat ou parler microbe ou parler champignon, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On juge par rapport à notre construction mentale et nos échelles de qu'est-ce qui est développé, qu'est-ce qui est conscient. Moi, j'en sais rien. Les oiseaux, tous les soirs, quand ils sont sur l'arbre, là, ils parlent. Peut-être ils parlent, ils sont conscients de leur vie, ils planifient plein de choses et sur une autre échelle, sur une autre planète qu'on ne pourra jamais toucher. Et c'est peut-être tant mieux. C'est-à-dire c'est fait pour que les mondes ne se touchent pas. On ne parle pas à l'oiseau. Et les oiseaux, je ne sais pas comment ils nous perçoivent. Est-ce qu'ils nous perçoivent comme les êtres les plus conscients et qu'eux, on n'en sait rien. Je pense qu'il y a un truc dans notre ADN de survie qui fait qu'on est obligé de sentir qu'on est particulier et que si on sentait pas ça, peut-être on perdrait sens. Et... C'est vrai, hein, l'oiseau, il nous trouve peut-être ridicule de ne pas savoir voler. Hein. Voilà, et je me dis que les oiseaux, ils doivent se sentir les plus particuliers, les plus conscients, les plus puissants, parce qu'ils font des trucs que nous, on ne saura jamais faire, etc., etc. Pareil pour les microbes, pour les baleines, j'en sais rien, les champignons, pour toutes les formes de vie. On a juste l'incapacité On découvre aujourd'hui que la nature, les arbres, les champignons ont des réseaux de communication très sophistiqués, qui ont été là avant nous, qui seront là après nous. Alors Yael, il faut que tu saches que l'un des plus grands penseurs de l'histoire occidentale, Saint François d'Assise, il parlait aux oiseaux. Et c'est une des constitutions même de sa sainteté et de son envergure mystique, c'est qu'il pouvait s'adresser aux oiseaux et qu'il tirait un grand enseignement sur, en tout cas, sa philosophie de vie lui-même, qui était de s'inspirer des oiseaux qui, selon lui, ne s'inquiétaient jamais de quoi ils allaient vivre et de la nourriture qu'ils trouveraient le lendemain et qui lui permet de lui donner toute cette simplicité, son cœur d'enfant, qu'il a été un des plus grands saints et un des plus grands mystiques de l'histoire de l'Occident. Peut-être pourras-tu un jour faire toi-même un concert aux oiseaux et je serais ravi d'y assister. Hubert Reeves, ce que vient de dire Christian et ce que vient de dire Yael, cette idée qu'on puisse communiquer avec la nature, est-ce qu'au fond, c'est pas ça qui va réussir à nous amener sur le bon chemin pour dévier de cette destruction dans laquelle on est actuellement, sauver la biodiversité? Oui, je pense que ça fait partie du développement présent qui est positif. Par exemple, le fait qu'on découvre qu'il n'y a pas que nous qui sommes intelligents et que nous avons toujours pensé que les animaux, beaucoup Descartes et autres, pensaient que les animaux ne sont que des automates. Aujourd'hui, on découvre de la communication dans les arbres, dans les plantes, dans beaucoup d'animaux. C'est un des développements présents et qui se place et de la souffrance. Et de la souffrance, oui, que nous découvrons justement que notre comportement vers la vie des animaux, c'est-à-dire
d'essayer de dominer la nature est un comportement qui peut nous amener à la catastrophe. Ça fait partie de ce qu'on appelle le réveil vert, c'est-à-dire ces mouvements de restauration qui essaient de s'opposer à ce qu'on appelle le collapse, c'est-à-dire la fin de la civilisation. Et ça, je trouve que c'est très positif. C'est cette découverte que nous sommes une espèce animale parmi beaucoup d'espèces animales et que chacune de ces espèces a son langage. Ce qu'ils se disent, on n'a pas la moindre idée, évidemment, sauf, par exemple, alerte, danger, prédateur, mais les baleines qui se parlent pendant des heures, on sent bien qu'elles ont beaucoup d'autres choses à se dire et c'est tout à fait important, effectivement. Ça fait partie de ce renouveau de la relation. Les êtres humains découvrent que leur relation avec la nature, qui était une relation de domination, est une relation qu'il faut abandonner, sinon nous irons dans le mur. C'est formidable toutes les discussions qu'on a eues. On a commencé avec les poussières d'étoiles, on est passé par des discussions métaphysiques et philosophiques et on en arrive à des choses très concrètes. On arrive à la fin de cette émission. Hubert Reeves, vous êtes président d'honneur de la fondation, de l'association Humanité et Biodiversité. Je vais vous poser une question assez simple. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport aux grands enjeux qu'il y a face à nous aujourd'hui? Je vais vous dire, je ne sais pas. J'aime bien la phrase d'un penseur dont j'oublie le nom à propos dans les années 1950, quand on essayait de créer l'Europe et qu'on demandait aux différentes personnes qui étaient actives, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à la possibilité de faire l'Europe? Ce qui était très, très, très douteux à cette période. Il y avait beaucoup de scepticisme. Et cette personne répond, ce qui est important, c'est pas tellement d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé. Déterminé à faire ce qu'on pense qu'il faut faire pour obtenir un résultat. Dans le cas présent, c'est que la Terre reste habitable. Eh bien, nous n'avons aucune certitude. Encore une fois, l'avenir est inconnu. Il faut faire comme si c'était possible d'éviter le collapse, d'éviter l'effondrement de la civilisation. Mais même si on ne sait pas ce qui va se passer, il est possible, personne ne sait comment sera cette planète dans 10 ans, mais on peut espérer que ce soit le cas. Et l'important, c'est pas, encore une fois, ce qu'on en pense, c'est comment on envisage la situation. Est-ce que c'est comme quelque chose de désespéré? Si on dit que c'est foutu, c'est foutu. Mais comme quelque chose de possible, de dynamique, qui demande une attitude. C'est l'attitude qui est importante. L'attitude, c'est de dire on va gagner. C'est-à-dire d'être convaincu de faire comme si on allait gagner, même si on ne sait pas. Donc voilà ce que je pense. C'est pas important. Votre question, je vous dirais, est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? Je dirais ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis plus optimiste parce que je vois des choses intéressantes, et d'autres jours où je me dis oui, mais il y a ceci puis il y a cela. C'est ça, cette question état d'âme. Mais il faut que derrière ça, tout cela, il y ait cette volonté ferme de dire on va gagner, on va sauver la planète. La planète va rester habitable pour nos enfants et nos petits-enfants, et pour nous. Formidable. Merci beaucoup, Hubert Reeves. Un mot de conclusion peut-être, Christian, Yaël, Frédéric, par rapport à toutes ces belles discussions qu'on a eues aujourd'hui avant d'entendre Yaël chanter. À titre personnel, pour tout ce qui est de l'ordre de l'optimisme ou du pessimisme, je reste également un être humain avec tous ces ascenseurs émotionnels. On sait bien que de toute éternité qu'on la connaisse, en tout cas la plupart des métaphysiques et des morales et des religions et de toutes les réponses qui nous sont proposées, en tout cas à la condition humaine, tout passe par l'acceptation, y compris Aristote, qui plus ou moins nous expliquait que le bonheur, ça ne consistait pas à vivre dans un monde parfait, mais à dépasser, en tout cas, le sentiment de souffrance qu'on peut avoir face à l'imperfection. J'ai parfois des références qui sont extrêmement étonnantes et j'ai été extrêmement bouleversé. Je ne sais plus dans lequel des Pirates des Caraïbes. On va parler un tout petit peu de musique, mais le film commence et il y a tout un tas de pirates qui sont conduits les uns après les autres à l'échafaud. Troisième. et ce moment est pour moi un moment important parce qu'ils se mettent à taper du pied et à chanter ensemble. Et je trouve que
il y a dans cette scène quelque chose d'extrêmement profond. Peut-être qu'on va tous à la mort, on y va de toute façon, individuellement, chacun à la mort. Peut-être même que collectivement, cette aventure est un écueil et qu'on ira tous à la mort. Mais ce qui est important, ce qui donne la dignité de l'homme, c'est qu'avant l'échafaud, avant la corde, avant le gibet, qu'on se mette tous à taper du pied et à chanter, à émettre cette musique qui nous émeut, parce que c'est ça qui fait de nous des humains. Formidable. Yael Naïm. J'avais un truc à dire et ça s'est échappé. Mais ça va revenir, c'est comme les idées, c'est comme toutes ces choses dont on parlait depuis tout à l'heure. Les idées sont dans l'air et se baladent. Est-ce que toi, en tant qu'artiste aujourd'hui, par rapport à la manière dont tu véhicules tes émotions et tes idées, tu es optimiste par rapport à ce qui se passe autour de nous? Est-ce que tu sens une vibration qui peut nous amener vers quelque chose de meilleur? Peut-être qu'il y a un truc que je peux dire qui est, je sens qu'on ne se rend pas compte assez encore de la force qu'on a en tant que petit caillou. Et de la même manière qu'un petit caillou dans l'eau va créer une vague d'ondes voilà, qui va toucher le reste. Moi, à titre personnel et même à titre il y a mon petit côté activiste qui s'est enfin réveillé. Et j'ai envie à cette petite échelle d'influencer tout d'abord sur mon intérieur, mon fonctionnement, et voir comment ce truc-là se connecte à d'autres et grandit. Et donc, je pense qu'on est très puissant, que ce soit dans comment on communique, comment on consomme, à qui on va donner le pouvoir. Bon, le pouvoir, ça peut être comment on achète nos habits, notre nourriture. Aujourd'hui, la culture aussi est en train de s'effondrer, elle va se reconstruire autrement, mais je pense qu'il y a un travail de conscience générale et de d'éducation personnelle à chacun de faire pour savoir à qui, comment est-ce qu'on va donner la force, donc chacun individuellement, pour que la culture continue à être quelque chose d'important. Donc tout ça pour dire que ma manière aujourd'hui de sentir que je peux agir et que chacun peut agir, peut-être comparable à l'impact que peut avoir une méditation. Donc des fois, on va s'agiter à l'extérieur parce que ça va remplir le trou et ça va remplir le silence. Et il suffit parfois de fermer les yeux, de sentir, de se connecter vraiment à cette force-là et de sentir que tout va bien et qu'on a le pouvoir. Et c'est voilà, c'est pareil pour... j'aimerais inciter les gens à se poser des questions sur voilà, est-ce qu'ils préfèrent acheter des trucs remplis de pesticides ou acheter chez un producteur local qui va nous nourrir d'une meilleure manière. Et pareil, comment faire en sorte que la culture soit préservée et que d'autres trucs de valeur importante soient préservés. Et de se rendre compte juste de notre pouvoir, chaque individu. Je pense qu'on peut faire tomber. Voilà, on est capable de faire complètement basculer les choses juste en changeant chacun individuellement. Formidable. Je pense que ça vous parle, Hubert, ce qu'on vient d'entendre, ce que vient de dire le pouvoir de chacun. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est comme ça, c'est le fait qu'il y ait des gens qui veulent absolument un objectif qui est garder la terre habitable, qui va faire évoluer la situation. Et je finis avec Frédéric Sidri. Vous voulez rajouter quelque chose? Sur cette idée de pessimisme ou d'optimisme par rapport à l'avenir, en fait, je pense qu'il faut tout simplement avoir l'humilité de ne peut-être pas voir le résultat de nos luttes ou de nos actions, en fait. C'est une œuvre collective, le changement. C'est ce que Christian expliqué justement avec les Pirates des Caraïbes ou Yael avec l'idée de petits cailloux. C'est que, en fait, il ne faut pas se dire je ne vais pas le faire parce que je sais qu'à la fin, je serai perdant. Finalement, ça n'a aucune importance. Il faut le faire par rapport à soi, ses convictions, et se dire que le résultat n'est pas l'important, c'est pas le but, mais c'est le chemin. C'est juste au minuit de ta vie, quand il te restera 5 secondes de lucidité avant de disparaître, te dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mon existence? Est-ce que je suis finalement, maintenant que je suis tout seul, j'ai pas le confort moderne, j'ai pas ma famille, je suis tout seul face à la mort. Est-ce que je suis fier de ce que j'ai fait ou non? Et je pense que ça se situe, ça se résume juste à ça. Donc peu importe
le résultat. L'important, c'est d'essayer d'avoir un impact à son échelle. Donc, je pense vraiment que c'est une œuvre collective. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de dire. La force de l'intention et la force de la conviction. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci infiniment, Hubert Reeves. C'était vraiment un plaisir, un honneur de vous entendre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir été. Merci. Merci à vous. Et je serais ravi de vous accueillir une autre fois pour une autre émission. On pourrait parler de ce qu'est l'intelligence, pour parler encore de cette idée qui a plané doucement au-dessus de l'émission, la création, l'intelligence supérieure. Cette idée, on aurait pu la traduire par des mots peut-être un peu pompeux en disant et Dieu dans tout ça. Mais je pense qu'on peut réussir à le faire de manière plus subtile et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, merci infiniment. Merci Christian Guémy, merci C215 d'avoir été avec nous et d'avoir participé à cette très belle discussion. Et à très bientôt. De toute façon, au coin de la rue, on te voit régulièrement et on a pu voir quelques-unes de tes œuvres. Merci beaucoup Yael Naïm d'avoir participé également à cette discussion. Et on te retrouvera également, bien sûr, Yael, dans cette émission pour encore d'autres échanges. Dans un instant, tu vas nous interpréter une chanson. Juste avant, je voulais vous remercier de nous avoir suivis comme chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver, je vous le rappelle également, avec Les Mondes d'après. Puis la semaine prochaine, on va s'intéresser à l'invisible. On va avoir la chance d'avoir le biologiste et spécialiste du virus, Pierre Sonigo. Il faisait partie de l'équipe qui a séquencé le virus du sida en 1985. Il sera avec la chamane Céline D'Artagnan. Et puis nous aurons également un artiste qui interroge la position du vivant et du non-vivant, Jonathan Pep. Donc voilà, l'invisible. Voilà encore une belle discussion à laquelle vous auriez pu tous participer. Et vous pouvez venir d'ailleurs si vous voulez, il y a toujours de la place. Frédéric Sigris sera là bien sûr la semaine prochaine avec nous. Je remercie l'ensemble de l'équipe du Festival Atmosphère qui m'aide à préparer cette émission. Pascal Signolet, Marie-Lou Signolet, Laurence Lafito, Virginie Lagrange, Laurent Le Triard, Mélanie Faure, Julie Lefebvre, Steve Albaré. Et puis merci à F5 et Raphaël Sigmuller de Uprightly. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup Hubert Reeves dont la caméra vient de piquer du nez. Ça y est, hop, il est d'accord. Yael, c'est à toi de chanter. Que vas-tu nous interpréter? Je vais vous jouer le morceau She, qui a été un des premiers nés dans ce projet qui a été vraiment particulier pour moi, Night Songs. Et je fais juste le lien avec ce qu'on s'était dit, le fait de faire les choses sans attendre un résultat. C'est vrai que c'était une période un peu particulière, il y a 4 ans quand j'ai commencé ce projet-là. Et contre tous les trucs qui faisaient que ce projet ne devait pas se faire, je sentais que peu importe le résultat, comment ça va sortir, si ça va marcher ou pas, il fallait que ce truc soit fait, il fallait que je le fasse. Donc voilà, c'est juste pour faire un point de connexion. Donc, She. She wants to run from me, so I will set her free. Shine in my eyes your blinding light, you are real. Wasting my own time, I'm saying I am fine, losing my own mind. I swear that I am fine. Stuck in my mind, I will be alone, alone. Stuck in my mind, how fast you have grown, unknown. What do you do to me? What do you do to me? What do you do to me? What do you do
so I will set her free. Shine in my eyes your blinding like you were real. What do you do to me? 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 Won't run from me.